Merci infiniment. Je vais laisser chacun le plaisir de se présenter. Je vais juste le faire moi-même. Donc François Fretin, moi je suis partenaire au sein du cabinet Julie Sterwen, et donc c'est un plaisir pour moi d'animer cette table ronde sur la sobriété numérique, qui est un des sujets, un des axes RSE qui prend de plus en plus d'importance, et je pense qu'on va pouvoir le montrer dans quelques minutes. Bonjour, moi Angélique Élysée, donc je suis directrice d'investissement chez Raise Venture, un fonds de venture capital qui a notamment lancé récemment un fonds Seed for Good, donc qui a pour objectif justement d'aider des boîtes plutôt généralistes à intégrer des enjeux ESG, la sobriété numérique pouvant être considérée dans ces enjeux ESG. Donc, je suis Frédéric Marchand, je suis président et cofondateur de Frugger. Donc, nous prônons un numérique beaucoup plus responsable, plus respectueux de nos ressources naturelles et plus respectueux également des personnes. Et on a une solution ça s'appelle Frugger, qui permet de faire un pilotage ESG du numérique. Bonjour, ouais, je teste les micros. Merci je suis ravie d'être là. Moi, je suis la fondatrice d'Helios. Helios, qui est un nouveau modèle bancaire qu'on appelle EcoBank et qui est dédié au financement de la transition écologique. Donc aujourd'hui, on propose plusieurs types de comptes pour les particuliers, du compte courant, du compte joint, des livrets d'épargne. Et le but est de pouvoir flécher les dépôts des Français vers des projets qui permettent d'accélérer la transition écologique. Bonjour, Corinne Payet. Donc, moi, je travaille à la DSI du Crédit Mutuel Arkea. Et dans ce cadre-là, je m'occupe de l'environnement numérique, donc Digital Workplace, mais aussi du pilier numérique responsable que le groupe met en œuvre ces quelques années. Merci à tous les quatre. La sobriété numérique est un sujet qui croît. Je voudrais savoir, Frédéric, quels sont les grands constats que vous avez tirés justement pour proposer Frugger à l'ensemble de vos clients? Alors, le numérique, il est certes virtuel, mais ses externalités négatives, elles sont toutes sauf virtuelles. Il faut savoir qu'on commence par exemple à hésiter à prendre l'avion, on culpabilise, mais on n'hésite pas à prendre son smartphone. Pourtant, le numérique pollue plus que l'aviation civile. C'est déjà 4% des gaz à effet de serre, et pour un acteur de la finance, c'est 30% de son bilan carbone. Mais au-delà de cette consommation, alors en plus je dirais quelque chose qui est un peu plus effrayant, c'est la croissance de celle-ci. Il y a, en fait, certaines analyses nous amènent à ce que l'empreinte du numérique va doubler. Ça leur dit, ça ne va pas dans le bon sens. Il y a même une étude qui a été faite par un chercheur danois qui indique qu'en fait, d'ici 2030, dans son cas le plus poussif, il voit que le numérique pèsera 51% en fait, de l'électricité mondiale. Donc c'est juste énorme en fait. Donc on est sur une croissance avec plus de data, plus de devices, plus de processus digitalisés, et donc il faut un peu mettre fin à cette obésité numérique. Et puis dans le numérique responsable, il y a l'autre pan, il y a aussi le côté inclusif, c'est le rendre plus accessible à l'ensemble des publics fragiles. Il faut savoir qu'il y a quasiment un tiers de la population qui est fragile face au numérique. C'est autant de prospects dont vous privez, autant d'usagers qui ne seront pas satisfaits de vos services par personne fragile. J'entends, par exemple, il y a 1,5 million de déficients visuels en France. Vous avez 4% des gens qui sont dyslexiques, 4% qui sont daltoniens. Ne pas distinguer les couleurs, c'est tout bête, mais dans un processus numérique, c'est compliqué. Ou encore les gens sous forme d'électronisme, c'est 17% de la population. Quand vous sommez tout ça, c'est plus d'un tiers de la population, donc c'est pas neutre. Donc là-dessus, il y a les entreprises, elles ont pris conscience de l'urgence d'agir, parce que pour elles, c'est un enjeu qu'elles ont pris sous l'angle plutôt ESG, souvent en ayant pris notamment beaucoup d'engagements sociétaux, mais également sur un angle économique, parce que ça pèse lourd sur leur facture électrique, notamment le numérique, mais pas que, et puis ça pèse aussi sur la performance des parcours. Et donc fort de cela, elles se sont lancées sur ce sujet. Justement, concernant les engagements des entreprises, et notamment Crédit Mutuel Arkea, qui est devenu une entreprise à mission cette année, la sobriété numérique, quel est l'enjeu pour Crédit Mutuel Arkea? Oui, l'enjeu, il est vraiment sur deux niveaux, parce qu'il y a déjà pour nous-mêmes, donc on se soigne, on essaye d'être sobre, d'être frugaux dans nos usages du numérique, mais également pour nos clients. Et donc, par exemple, pensez à tous les clients qui sont dans des secteurs où il y a peu de réseau. Donc, ça veut dire que les applications doivent pas prendre trop de réseau. Et il faut aussi que les smartphones puissent durer longtemps. Donc, ça veut dire tester les applications sur de l'Android 6 ou de l'iOS 11. Et tout ça, c'est du test, c'est de l'effort, mais quand même, ça veut dire que les clients ne seront pas obligés de changer de smartphone à cause de nous. Et donc, c'est notre image derrière qui est visualisée, tout ça. Et pour toutes les banques qu'on sert avec nos applications.
Maeva, Helios, c'est aussi une entreprise à mission. Et donc, pour un acteur full numérique comme Helios, l'enjeu de la sobriété numérique, un peu plus compliqué? Un peu plus simple sûrement, parce qu'on part avec des bases saines déjà. Nous, l'enjeu qu'on a effectivement en tant qu'entreprise à mission, c'est d'être cohérent sur toute notre chaîne de valeur. Le premier sujet qu'on a abordé étant dans l'industrie bancaire, et donc tu parlais de 30% des émissions de gaz à effet de serre dans l'industrie bancaire qui viennent du numérique. Je pense que tu parles du scope 2. Et en fait, la grosse part des émissions de gaz à effet de serre dans la banque, c'est réellement le scope 3, donc les investissements réalisés. Donc quand vous déposez de l'argent en banque, la banque en fait des financements à des particuliers, des entreprises, des États, et une grosse partie de ces financements va aller à des entreprises qui ne sont pas vertueuses, et en tout cas qui vont polluer énormément et permettre à ce type de projet, donc nouvelle usine à charbon, nouveau puits de pétrole, etc., ce type de projet de se développer et de rester sur Terre pendant les 30-50 prochaines années. Donc il y a un gros enjeu dans la banque, c'est surtout de dépolluer la partie investissement, et ensuite, sur la partie numérique, évidemment que, comme tous les spectres de nos actions, on agit à tous les niveaux. Et nous, en tant que jeune entreprise, on y a réfléchi en fait au départ à la création, donc pour avoir des bases solides, avoir une base stable qui nous permette en fait de grandir, et donc on aura le temps de développer un peu plus tout à l'heure, mais de pouvoir effectivement réfléchir à la façon de structurer les réseaux, de structurer la façon dont on développe, comment est-ce que l'application est effectivement accessible, donc la taille de l'application, plein de sujets qui sont importants et qui sont nécessaires à être pensés en amont, pour ensuite, quand on décide de scaler et arriver au nombre de collaborateurs d'Arkea, par exemple, d'avoir quelque chose qui reste sobre avec un nombre de collaborateurs grandissant. Et Angélique, donc vous, dans votre rôle d'investisseur, quelles sont vos attentes justement en matière de sobriété numérique ? Nous, c'est un peu particulier parce qu'effectivement, on est une entreprise qui est de petite taille, parce qu'effectivement, on n'a pas le même impact sur notre parc que Crédit Mutuel Arkea. Donc, on a de toute façon des responsabilités en tant qu'investisseur, mais en tant que société en elle-même, où on essaye de mettre en place des actions pour améliorer notre sobriété numérique. Mais nous, là, on a, je pense, un plus gros impact, c'est plutôt sur nos investissements. Et effectivement, essayer au maximum, le plus tôt possible. C'est aussi pour ça qu'on investit en early stage, côté Raise Venture, de mettre en place en fait des actions, ou en tout cas, surtout de mettre en place un état d'esprit. Parce que c'est aussi ça qui est important de préciser, c'est que on parle, quand c'est des plus grosses sociétés, on voit l'impact directement, donc c'est plus facile peut-être de suivre des actions et de se dire, ok, voilà l'impact que ça va avoir et voilà pourquoi je mets en place cette action. Mais c'est aussi important au niveau des jeunes entreprises de se dire, ok, comment je peux faire pour construire dès le départ une société qui va prendre en compte ces enjeux, même si aujourd'hui, en fait, ce sera très dur de calculer, de mesurer, voilà l'impact que ça va avoir. Mais il faut quand même l'avoir en tête parce que c'est plus compliqué de l'installer une fois qu'on est un peu plus important comme entreprise. Justement, parlons un peu concret à propos de calculs, de mesures. Frédéric, qu'est-ce que vous êtes vraiment capable de proposer aux entreprises et comment vous procédez avec elles ? Alors déjà, première étape, c'est de mesurer. On ne peut pas mesurer ce qu'on ne mesure pas. Donc déjà, c'est mesurer, ça permet de prendre conscience, que la plupart des collaborateurs des entreprises ne prennent pas conscience de l'empreinte du numérique, donc elles ne vont pas changer leurs habitudes. Et donc, fort de cela, la deuxième étape après pour améliorer, évidemment, il faudra une mesure un peu fiable. Très clairement, un des enjeux aujourd'hui, c'est d'avoir des données fiables et de manière régulière. Je prends un exemple, mais faire son bilan carbone, c'est bien, mais c'est de la compliance, et c'est pas avec ça que vous allez agir. Donc voilà. Donc si vous n'êtes qu'au stade du bilan carbone, vous n'êtes pas au stade de l'action, vous êtes juste en train de faire de la compliance. Parce que vous vous retournez, vous faites une photo à un instant T, c'est très macro et ça ne vaut pas grand-chose, parce que la plupart du temps, les bilans carbone sont que partiellement scope 3, qui est le gros de vos émissions, 80% de vos émissions. Et donc il faut avoir une mesure dynamique qui soit portée sur l'ensemble de vos assets numériques. Et donc il y a des solutions qui existent, Frugo en est une, voilà, c'est peut-être le leader actuellement sur le marché, mais il y en a d'autres, qui va permettre de faire un inventaire des flux, en fait, récupérer toutes les données brutes sur la couche terminale, la couche serveur et la couche réseau, et en rapprochant ça de facteurs d'impact avec des algorithmes de calculer les différents indicateurs. Et ce qui va être intéressant, c'est
porter tous ces indicateurs d'une plateforme analytique à l'ensemble des collaborateurs pour qu'ils puissent agir. Il n'y a pas que la DSI qui va devoir agir, parce que la sobriété numérique, elle concerne tout le monde. Je prends un autre chiffre très simple, et c'est vrai pour tous les secteurs. Il y a 20 à 30% des fonctionnalités d'une plateforme qui sont très peu, voire pas du tout utilisées. Voilà, parce qu'on connaît tous le jeu, quand vous avez un besoin, quand vous êtes business owner, vous allez voir l'IT, puis vous faites votre liste au Père Noël pour dessus tout avoir, vous n'avez absolument pas besoin. Voilà. Une règle très simple pour vous aider, à chaque fonctionnalité, posez-vous la question sur la règle des 3 U. C'est une règle très simple, est-ce qu'elle est vraiment utile? Est-ce qu'elle est utilisable dans la manière dont je vais la concevoir? Est-ce qu'elle va être réellement utilisée? Vous verrez, aujourd'hui, si vous faites un scoring des 3 U sur vos fonctionnalités, vous allez probablement avoir un ensemble de choses que vous dites, j'aurais peut-être pas dû le faire, il n'y a peut-être pas utilité à le faire. C'est aussi ça la sobriété, c'est pas en faire moins pour en faire moins, c'est parce que ça sert à rien. Souvent, on développe des choses qui ne servent à rien et qui ont une empreinte tant économique qu'environnementale. Merci Frédéric. Maëva, qu'est-ce que vous avez mis spécifiquement en place en termes de frugalité numérique pour vous, mais aussi pour vos clients? Alors nous, c'était avant même de se lancer, de lancer les comptes il y a 1 an et demi, c'était une demande des clients, effectivement, qu'il y ait une cohérence au niveau numérique. La première chose qu'on a mis en place, c'est le gros impact qu'on voyait au niveau numérique, c'était le stockage des données. Donc stocker toutes les données clients, toutes les données aussi de transactions, etc. Donc on a fait un mapping pour savoir quelles données sont nécessaires à pouvoir être accessibles de façon instantanée. Donc ça va être les données qui sont directement dans votre application, typiquement, et les données qui sont pas nécessairement utiles sous moins de 2-3 heures. Donc là, ça va être des logs. Donc ça va être un développeur qui va essayer de comprendre. Il y a 3 semaines, il y a 3 mois, tel utilisateur a eu un bug, typiquement. Est-ce que du coup, vous en avez besoin à l'instant T? Non. Du coup, ça, on a créé notre infrastructure en serveur chaud, serveur froid. Je ne sais pas si techniquement on dit vraiment comme ça, mais je vais l'appeler comme ça, avec du coup les données dont on a besoin à l'instant T sur les serveurs chauds qui consomment beaucoup plus de données, d'énergie, et les serveurs froids qui là sont des serveurs qui sont souvent on met plusieurs heures à pouvoir faire un appel donné mais qui consomment beaucoup moins de données. Ensuite, c'est également la façon dont on développe l'application. J'ai eu la chance d'avoir en fait dans les premiers développeurs des développeurs qui font partie de la communauté Green Code. Donc c'est développé de manière à ce qu'il y ait moins d'appels réseau, moins d'images, des images compressées par exemple, et donc de réfléchir de façon globale à comment est-ce que je crée le socle de mon application pour que derrière elle soit moins impactante au niveau empreinte carbone, mais aussi plus efficace au niveau client. C'est-à-dire que les appels réseau sont plus rapides, c'est beaucoup plus fluide au niveau du client. Et puis, au niveau des fonctionnalités, effectivement, c'est de supprimer les fonctionnalités ou tout ce qui est... partie technique, mais SDK, donc c'est tous les plugins internes qui vont être utiles à un temps T, puis finalement, des fois, on oublie de les supprimer, et du coup, de savoir faire le tri là-dedans. Et je pense que la plus grosse partie, c'est effectivement les appels réseau. Après, nous, on a la chance dans l'application, on n'a pas d'image embarquée, on n'a pas de vidéo, donc en fait, l'application est très sobre. Et la dernière partie, c'est de créer une application qui est assez légère. Donc là, c'est plus pour l'utilisateur qu'un utilisateur avec un téléphone qui n'a pas beaucoup de mémoire puisse à chaque mise à jour puisse garder la même application et soit pas confronté à zut, l'application a tellement grossi que je ne peux pas la mettre à jour. Donc ça, c'est quelque chose d'assez compliqué à tenir. Au début, c'est facile, et puis effectivement, au fur et à mesure, il y a de plus en plus de composants dans l'application, et du coup, c'est difficile de maintenir ça. Mais c'est une demande qui est faite. On a pas mal de clients qui ont parfois des anciens smartphones ou qui essaient de justement avoir un impact très réduit sur leur parc personnel et du coup de maintenir cette taille d'application, pour en nommer quelques-unes. Et Corinne, à l'échelle d'un grand groupe comme le vôtre, vous travaillez chaque jour à la mise en œuvre de ce type de solutions. Quelles sont les solutions les plus intéressantes, et notamment par rapport à vos grands clients que vous êtes susceptibles de mettre en œuvre?
Alors déjà, on est tout à fait en phase avec ce qu'a dit Maëva. C'est vrai que le poids de chaque application est à suivre et dans le temps. Et donc il faut vraiment des moments de rendez-vous. De toute façon, dans la méthode agile, on voit que vraiment à certains moments, il faut quand même regarder l'application, ce qu'elle consomme, mesurer en continu, comme ce que dit Frédéric. Et puis, comme nous, on est assez gros, c'est vrai que l'innovation, on crée beaucoup de POC, on crée beaucoup d'applications. Il faut vraiment des moments de rendez-vous. On a monté un comité des démontages et en fait qui vient animer, poursuivre pour que chaque application sous-utilisée ou pas utilisée soit réellement supprimée des machines, puis que les machines soient démontées. Et grâce à ça, en 2021, en fait, on a économisé de l'énergie data center alors que nos usages ont beaucoup augmenté. Donc c'est vrai qu'il faut être vigilant sur tout le long de la chaîne de la DSI pour que tout le monde, en fait, à un moment ou à un autre, puisse faire avancer dans la sobriété. Et la bonne nouvelle, même si au début, quand on arrive avec ces messages, je fais « Oh là, il faut déjà avoir de la sécurité, il faut avoir de la performance, il faut être data friendly. » Et en plus, tu nous imposes du Green IT. Eh ben, en fait, non, c'est que ça va très très bien ensemble tout ça. C'est que forcément, des applications pas beaucoup utilisées, à un moment, elles ne seront pas à jour, elles seront obsolètes, et donc elles font flasher les indicateurs. Donc finalement, arriver à cette frugalité nous permet de mieux suivre le système d'information, d'avoir une meilleure performance. Donc tout ça avance ensemble. Donc il y a plusieurs angles de mesure, mais finalement, à un moment ou un autre, on se retrouve et on fait progresser le système avec ça. Merci Corinne. Angélique, dans l'accompagnement, vous pouvez apporter aux jeunes pousses, finalement, aux jeunes fintech. Est-ce que ce n'est pas une contrainte qui peut apparaître comme étant trop forte lors d'un démarrage, de penser déjà Green IT, sobriété numérique, alors qu'elles se lancent? Est-ce que ce n'est pas un frein à leur développement? Comment, justement, les accompagner pour à la fois penser à cet axe, mais aussi permettre leur développement? Alors, il y a plusieurs questions. Je vais essayer de répondre à toutes. Déjà, nous on n'est pas sur un système où on va se dire, OK, en fait, il faut que directement, day one, il y ait tout qui soit mis en place. On l'a vu, côté Helios, il y a des mises en place d'actions qui se font déjà au fur et à mesure. Il y a des bonnes pratiques dont qu'on essaye de faire comprendre aux entrepreneurs. Mais ce qu'on essaye surtout d'aller chercher d'abord, c'est l'intentionnalité. C'est de se dire, j'ai un entrepreneur en face de moi qui est prêt à faire cet effort, qui est prêt à mettre en place des choses pour aller vers une solution plus saine. Donc ça, déjà, c'est quelque chose, c'est un critère de sélection qui est un peu propre à l'entrepreneur. C'est pas nous qui pouvons le mettre en place au sein de son état d'esprit, de sa philosophie. C'est ce qu'on essaye de lui apprendre après. Mais effectivement, voilà, ça rentre dans nos critères de choix. Et après, sur le suivi, l'accompagnement, la sélection, nous, dès le départ, en fait, avant même qu'on fasse l'investissement, on va faire un audit pendant lequel, en fait, on va commencer à voir quel type d'élève, entre guillemets, c'est. Est-ce que c'est un bon élève? Est-ce qu'il a déjà mis en place des choses? Est-ce que en fait, on va pouvoir l'accompagner ou pas du tout? Et en la réalité, c'est que sur toutes les sociétés early stage, on observe qu'il y a plus ou moins des bons élèves, il y a plus ou moins d'intentionnalité, mais il y a toujours beaucoup de ressources que nous, on peut mettre à disposition pour les aider, pour les accompagner. Et c'est surtout ça notre objectif, en fait. C'est de se dire, au fur et à mesure de l'évolution, ils vont intégrer des rangs et ça va leur permettre d'être de plus en plus conscients et surtout ces fameux premiers élèves sur comment on peut atteindre une relative sobriété numérique. Merci Maëva. Et Frédéric, grâce à votre outil, justement, comment vous faites progresser les entreprises? Parce qu'elles partent d'un point, d'une situation donnée. Comme vous l'avez dit, il faut arrêter d'avoir cet esprit compliance et être plutôt dans l'action. Donc, comment vous les faites progresser, justement? Pour les faire progresser, c'est justement cette mesure régulière, en fait, cette mesure dynamique, en fait, donc qu'on met à disposition sur une plateforme analytique l'ensemble des indicateurs. Donc tout le monde prend conscience en fait de l'empreinte numérique et tout le monde a envie d'agir. Quand je dis tout le monde, c'est un point important parce que le numérique responsable, c'est quelque part un très bon déploiement de la marque employeur. C'est-à-dire que d'ailleurs, dans cette guerre des talents qu'on peut avoir dans la finance ou dans le digital, c'est une bonne manière aussi de fidéliser les gens, les engager et de décliner ces valeurs réellement. Donc ça, c'est une bonne chose. Et après,
nous, dans Fruger, on ne fait pas que de la mesure, on a aussi un moteur de recommandation qui est capable d'identifier l'ensemble des composants qui posent problème et de savoir où je dois agir pour améliorer mon empreinte. Donc ça, c'est une grosse force et je crois beaucoup à l'IA qui va aller au service justement de ce type de problématique. Donc ça, c'est des choses qu'on pousse beaucoup en R&D pour aller encore plus loin. Donc on donne le plus de clés possible à nos clients sur ce sujet-là. Très clairement, en moyenne, on observe qu'au bout de 5 mois, vous avez à peu près amélioré de 21% votre empreinte environnementale. Ça peut paraître énorme, mais en fait, dans un domaine où on n'a jamais cherché rien à faire, c'est pas très dur. Les premiers pourcentages sont toujours plus faciles. Et on améliore à peu près de 17% l'aspect accessibilité en moyenne. Donc tout ça, c'est un ROI économique qui est réel et qui devrait inciter l'ensemble des entreprises à se lancer parce qu'elles ont toutes pris engagement sur leur stratégie bas carbone. Elles ont toutes besoin de fidéliser un peu plus leurs clients, mais également leurs collaborateurs. Donc c'est important. Et on a un cadre qui le permet également, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il existe un cadre légal pour l'éco-conception. Depuis un an, on a ce qu'on appelle le RGESN, donc un référentiel général d'éco-conception de services numériques, qui est le pendant du RG2A pour l'accessibilité. Normalement, toutes les grosses entreprises doivent rendre leur plateforme numérique accessible. Il existe la même chose sur l'éco-conception. Ce n'est pas une obligation légale pour l'instant pour l'entreprise, mais ça va le devenir très clairement. Enfin, c'est en discussion actuellement avec le ministère. Voilà, on ne sait pas quand, mais voilà, cet éco-score sur les principales plateformes numériques, il va être obligatoire. Donc, anticipez-le et mettez-le en place, parce que de toute façon, après, il sera un peu trop tard. Parce qu'on voit bien, il y a comme entre niveau européen, tout ce qui est CSRD, tout ce qui est eu sur la loi RIN et la loi sur la réduction de l'empreinte environnementale du numérique, qui date d'il y a un peu moins d'un an. Tout ça, voilà, sont en train de mettre la pression sur l'ensemble des entreprises pour leur dire vous n'avez pas le choix, vous devez améliorer votre empreinte. Donc pensez vraiment à votre sobriété numérique parce que de toute façon, vos collaborateurs, vos clients l'attendent. La planète, elle n'a juste pas le choix, c'est maintenant qu'il faut agir. Donc l'heure du bilan, il est terminé, maintenant c'est l'heure de l'action. Et donc munissez-vous de plateformes type Fruger voilà, pour les mesurer. Formez aussi vos collaborateurs à l'éco-conception, parce que malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont formés sur le sujet. Il faut sensibiliser, il faut vraiment se mettre dans mode action, parce que là, il y a un super momentum, c'est chouette et c'est le moment de l'action, en fait, vraiment. Justement, Corinne, vous pourriez peut-être réagir parce que vous, chez Arkea, vous avez mis en place une organisation, vous avez mis en place des structures qui, justement, vous permettent d'avancer assez rapidement. Oui, ben nous, il y a la squad de l'éco-conception qui se lance et on travaille notamment avec Fruger aussi, mais avec d'autres acteurs. Hein. C'est vrai qu'on est plus sur le web, alors que sur les autres, sur les applications. Et c'est vrai que c'est un peu nos clients, que ce soit B2B ou B2C, nous le demandent. Donc on voudrait bien essayer de mesurer et de produire quelque chose. C'est un petit peu compliqué, mais bon, par exemple aussi, on cherche à utiliser le cloud à bon escient quand on peut l'utiliser pour éviter de monter les machines chez nous, quand on peut aussi utiliser la scalabilité du cloud. Enfin voilà, donc c'est les architectures qu'il faut penser dès le début et qu'il faut continuer à suivre et toujours réussir à trouver les challenges pour trouver du temps. C'est un peu ça qui nous manque tout le temps, mais arriver du temps pour que les gens soient formés et puissent contribuer chacun à son niveau. Que ce soit les collaborateurs, tous, hein, on les pousse aussi à regarder, à faire durer leur PC, à faire durer leur smartphone. On essaye de sensibiliser à bon usage, à partager les écrans. Et voilà. Et est-ce qu'il y a suffisamment de compétences en la matière, justement? Est-ce que les écoles vient, d'informatique forment? Est-ce que... J'ai participé à un jury dans une école près de chez nous, justement, et le sujet, c'était le stockage responsable. C'est parfait. Bon, l'élève n'était pas encore là, mais on voit bien que les écoles commencent à s'imprégner du sujet et on va les y aider d'ailleurs, en réclamant des stagiaires. Maëva, excusez-moi. Oui, non, je me suis pas trop éloigné quand même, vous inquiétez pas. En effet, la sobriété numérique, ça va devenir un incontournable. Sauf que vous êtes une société full numérique. Qu'est-ce que finalement dans votre organisation, vous avez déjà anticipé beaucoup de choses. Et est-ce que vous pouvez un peu nous en parler? Alors, je pense que je rebondis aussi sur les deux discours précédents, mais je pense que pour que ce soit que ça évolue réellement dans les prochaines années, c'est comme tous les sujets, c'est pas seulement lié à la réglementation, c'est surtout que ça ne doit pas être une contrainte. Et donc, je rebondis aussi sur ce que Corinne disait tout à l'heure, c'est finalement la sobriété numérique, elle est vraiment liée à la capacité de nos applications, de nos sites web. Et en fait,
on retrouve une meilleure, en fait, des meilleures performances quand on a des applications et des sites web sobres. Donc je pense que pour que ce soit vraiment développé, ça ne doit pas être une contrainte, ça ne doit pas effectivement être une mesure de compliance complémentaire. Alors, notamment au départ, à votre lancement, vous ne pouvez pas faire de la sobriété une contrainte, mais finalement, dans le temps, vous allez vous développer, vous allez grossir, vous allez avoir des systèmes d'information qui ne vont pas grossir en même temps que vous. Comment vous allez gérer justement cette contrainte qui va finalement quand même devenir de plus en plus forte ? Alors déjà, effectivement, je nous souhaite de très rapidement grossir suffisamment et pour que ce sujet arrive sur la table comme une priorité. Et donc, comme je disais, je pense que des bases stables, ça permet de pouvoir scaler plus facilement. Après, il faut aussi intégrer des compétences en interne qui prennent ces sujets-là et amènent leur expertise plus forte que ce qu'on peut faire en premier lieu. Parce que évidemment que dans les capacités de développement qu'on peut mettre dans une jeune start-up, la priorité, ça va être de sortir un produit, ça va être d'acquérir ses premiers clients, d'avoir de la visibilité, tout en ayant toute la cohérence, en tout cas avoir la meilleure cohérence possible dans la façon dont on délivre notre service. Donc c'est pour ça que nous, ce qu'on a pu mettre en place, ça nous permet d'avoir des bases solides. On continue à s'améliorer de façon continuelle. Là, j'ai l'équipe technique qui est en train de refaire une passe sur le code pour enlever une partie des composants. C'est quelque chose qui est un peu frustrant puisque derrière, il n'y a pas d'évolution pour le client. Il ne le voit pas. Nous, on sait que c'est quelque chose de positif. L'application est plus stable, elle est plus compacte et donc elle est plus facilement utilisable aussi par les clients. Mais c'est quelque chose qui n'est pas visible ensuite comme une sortie de produit ou quelque chose comme ça. Ensuite, effectivement, nous, on est totalement numérique. Et on a eu plusieurs questions au départ sur le fait que vous êtes une banque 100% digitale. Donc, est-ce qu'en fait, vous ne polluez pas plus que des banques qui ont des agences physiques ? Je pense que c'est une incompréhension aussi de l'impact du bâtiment, de tout ce dont on a besoin pour gérer des agences physiques qui sont une part très importante dans le bilan carbone des banques, pour le coup. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est plutôt une force d'avoir uniquement du numérique et de ne pas avoir une empreinte carbone liée à du bâtiment, le fait de chauffer, surtout aujourd'hui, le fait d'avoir effectivement un parc informatique plus gros. Après, on va devoir structurer aussi les serveurs de façon à ce qu'on puisse grossir, mais de façon modérée dans l'utilisation des serveurs. Donc je pense que c'est une question pour plus tard et on la garde en tête. Et Maëva, Angélique, excusez-moi, vous qui scrutez vraiment beaucoup de projets, quel est le conseil que vous donneriez aux jeunes pousses en matière de sobriété numérique ? C'est la pire question. Non, mais en fait, c'est compliqué parce que le conseil, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est ayez l'intention de le faire, déjà. Essayez de vous entourer, de récupérer des premiers conseils et parler pour ça avec d'autres entrepreneurs. Je pense que c'est intéressant pour comprendre en fait les problématiques qui peuvent naître au fur et à mesure. C'est toujours en anticipant que potentiellement on peut mieux le faire et mieux le mettre en place. Et après, c'est aussi changer les bonnes pratiques en interne. C'est-à-dire qu'on voit ça d'un point de vue là, très technique, etc. Mais il faut aussi beaucoup parler du message et la responsabilité de l'entrepreneur à passer ce type d'information au sein de ses équipes. C'est-à-dire quelle est l'importance de la sobriété numérique, quelle est l'importance de se fier à ces 3 U pour se dire en fait à la fin pourquoi est-ce que j'ai envie de me poser la question, est-ce que l'application j'ai envie de la garder, j'ai pas envie de la garder. Et ça, je pense que c'est un conseil plus d'éducation et de responsabilité qu'a l'entrepreneur aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'en fait, après, il peut espérer passer ces étapes dont on parlait un peu tout à l'heure de manière plus sereine et mieux accompagnée, quoi. Il y a l'Institut du numérique responsable qui propose un MOOC de 30 minutes. Donc dans l'onboarding des salariés, rien que déjà leur faire ça pour les informaticiens, mais aussi pour les autres, parce que finalement, on contribue tous au numérique. Exactement. On a beaucoup parlé justement des salariés, de l'entreprise, mais finalement, le consommateur,
consommateur du numérique, comment justement on le sensibilise au travers des services que vous proposez. Est-ce qu'il faut une labellisation pour lui demander? C'est vrai que ça a été demandé, notamment sur notre banque en ligne aussi dans le groupe Fortuneo, qui a été sollicité par ses clients. Donc on les accompagne sur une labellisation. Donc dans le cadre de l'INR aussi, on a quelques acteurs qui sont référencés et qui permettent la labellisation. Donc au moins de voir à quel niveau on en est, de sensibiliser tout le monde et puis de se dire quelles seront les prochaines étapes. C'est ça aussi, parce que pour l'instant, il n'y a pas de recette miracle. On est obligé de consommer quand même des ressources, des matières rares pour construire tout le numérique, mais on peut quand même progresser petit à petit, se dire on a une trajectoire et on va essayer de limiter l'impact qu'on a, et le numérique va être plutôt du IT for Green que de l'IT qui va polluer. Donc ça peut conduire à ça. Merci beaucoup. On a passé en revue pas mal de sujets. Je voulais savoir si chacun voulait un peu clôturer et donner quelques phrases de conclusion par rapport à cette sobriété numérique recherchée, mais difficile quelquefois à atteindre entre la volonté de développement et la contrainte qu'elle impose. Moi, c'était plus pour rebondir sur un point tout à l'heure évoqué par Frédéric. Je pense qu'il faut être alors sur le scope 3. Effectivement, c'est important et c'est peut-être la finalité de l'objectif qu'on essaye de se donner. Néanmoins, je pense que c'est aussi important de réaliser que, en fait, en fonction de la maturité d'une société, déjà commencer à intégrer cette notion de compréhension du scope 1, du scope 2, de commencer à mesurer même, juste pour comprendre en fait dans quel environnement ils sont en train d'évoluer. Je pense que c'est quelque chose qui est très important, et la sobriété numérique, elle fait partie de l'ensemble de la consommation énergétique, etc. Et donc, il faut vraiment le voir aussi globalement, et après, effectivement, se recentrer en fonction de la taille de la société, du momentum, intégrer de plus en plus cet enjeu de sobriété numérique. Mais je pense qu'il faut aussi le voir de manière globale pour après se recentrer au fur et à mesure qu'on évolue sur ce sujet de sobriété numérique. Un message, c'est que je suis intimement convaincu que en fait, les transitions sociales et énergétiques qu'on est en train de mener sont intimement liées à la transition numérique. En fait, malheureusement, dans les entreprises, elles sont souvent menées en silo, et c'est bien dommage. En fait, tout est lié. En fait, il y a un lien très fort entre la transformation numérique et ce qu'elle peut apporter en termes d'innovation à l'entreprise et de résilience, et les transitions sociales et environnementales qu'on est en train de vivre. Et donc, il faut vraiment accélérer sur ce sujet. Je trouve que c'est un beau sujet, le numérique, pour commencer, parce que dans l'entreprise, il y a, comme le disait en fait, Angélique, il y a plein d'autres sujets. Enfin, les bâtiments, la mobilité, ça fait partie des gros postes. Mais au moins, le numérique, c'est quelque chose qui parle un peu à tout le monde. Il y a un avantage sur le numérique, c'est le seul domaine sur lequel on est capable de faire de la mesure automatisée, parce que le numérique, ça laisse des traces partout. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres domaines. C'est très compliqué de faire l'inventaire des flux avec la collecte des données. C'est lourd, c'est plein de biais. Voilà. Dans le numérique, on a cet avantage-là. On a été capable d'automatiser une ACV, une analyse de cycle de vie environnemental. Donc ça peut être un bon sujet pour démarrer. Et c'est un sujet, j'en parle un tout petit peu, mais lié à la marque employeur, qui est aussi important. On se rend compte qu'il y a énormément de collaborateurs qui sont en demande là-dessus. C'est une manière de fidéliser, c'est une manière de recruter également. Donc je pense que l'ensemble des entreprises, tant des startups que des grands groupes, qui ont même aussi des problèmes de recrutement, c'est aussi une bonne manière d'en cas. Il y a un vrai ROI à se lancer et une vraie nécessité, donc il faut y aller. Moi, je me disais avant que vous proposiez une conclusion, que je trouvais ça super qu'on ait l'occasion aussi de parler de l'impact carbone dans une conférence FinTech. Donc, je trouve ça très positif de voir que c'est un sujet qui prend de plus en plus de place. Je trouve ça positif aussi que de plus en plus de groupes, de grands groupes, commencent à se développer à ce niveau-là. Je reviens sur le fait que ça ne doit pas être une contrainte, et que, en fait, en tant que jeune entreprise, on ne peut pas avoir les mêmes contraintes que les grandes entreprises, qu'il faut aussi savoir s'attaquer aux postes faits d'émissions les plus importants par rapport à son secteur et son activité, et donc de mettre le maximum de son énergie sur les postes les plus émissifs. Et je pense que effectivement la transformation numérique qu'on voit apparaître depuis maintenant 10 ans, mais la transformation numérique se fera pas au détriment de la transformation écologique, et donc il y a un vrai enjeu à développer des nouvelles compétences dans ce secteur-là. D'autant quand même que la transformation numérique est un levier quand même de réduction carbone. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Corinne? Et donc juste, c'est vrai qu'on est là dans le monde FinTech, du début des entreprises, etc.
Mais il faut toujours penser aussi à la fin. Et comme à une donnée, on commence à la stocker, c'est bien. Il faut penser à sa fin. RGPD passe par là aussi, mais comme ça, c'est aussi un associé. Et donc, c'est au début, il faut penser à tout le cycle. Et donc, tout le monde doit penser un peu au cycle de vie de ce qu'on fait, et que ce soit côté perso. Puisqu'on est tous contributeurs, c'est quand même notre matériel à nous tous qui est le plus impactant. Après, il y a le réseau, il y a les informaticiens eux-mêmes, et les data centers, ils arrivent quand même qu'au bout. Hein. Donc, il faut se concentrer surtout sur nous, mais chaque fois penser au début et à la fin, puisque finalement, c'est l'écologie, ça. Merci Corinne. Je ne sais pas s'il y a des questions, peut-être, dans la salle. Oui, merci. Vu qu'on est dans la FinTech Week, je me demandais aussi s'il y avait une réflexion sur la masse de données qu'on collecte et qu'on doit conserver en raison notamment des obligations réglementaires et sur est-ce qu'on fait des tests pour savoir si ces données sont réellement utiles pour détecter les fraudes, pour un certain nombre de contrôles a posteriori. Est-ce que les durées de conservation de ces données sont finalement toujours adaptées ou pas, etc. Enfin, est-ce qu'on travaille dessus ? Alors, moi, à ma connaissance, c'est vrai que c'est un sujet super pointu et difficile. Mais déjà, de savoir qu'il faut forcément qu'une donnée ait une date de fin, c'est déjà pas mal. Et savoir où elles sont et savoir à quoi elles servent. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que c'est pas assez mature. Mais j'espère que l'IA va nous aider à ça, à être plus sensible sur finalement tout ce qu'on collecte et dans la conception, penser à quoi elles servent pour qu'on pense aussi à les détruire derrière. Parce qu'on laisse effectivement beaucoup de traces. Oui, bonjour. Cette question, je crois, est plutôt pour Maëva. Je ne savais pas qu'il existait des développeurs green. Je voudrais juste savoir où est-ce qu'on peut les trouver, où est-ce qu'ils sont formés. Enfin voilà, parce que je trouve que c'est quand même un concept très intéressant. C'est quand même une option maintenant qui est demandée obligatoirement aux écoles d'ingénieurs. Ça vient de rentrer dans les programmes standards. On sent que ça commence, mais bon, il y a des associations, j'imagine, plutôt. Oui, mais nous, le développeur qui a lancé, enfin, c'est le premier développeur qui est arrivé chez Helios, faisait partie d'une association à Lyon. Et donc, il se donne les bonnes pratiques. Et donc, lui a aussi instauré des bonnes pratiques dans l'équipe pour les futurs développeurs. Et donc aussi à créer les bases de l'application pour que ça soit repris derrière. Mais c'est surtout, oui, lié, j'ai l'impression, au monde associatif. Et maintenant, ça se démocratise dans les écoles. Donc, il y a pas, oui, il y a une association particulière justement qu'il faut connaître ou Alors je me souviens pas, mais l'association est à Lyon et ça doit être. On en a à Brest aussi. Hein. Je chercherai, merci. Bonjour, moi j'ai une question pour Angélique. Je voulais savoir si, en tant que fonds investisseur, vous considérez que la sobriété énergétique est un élément de pondération de valorisation des sociétés à la hausse, je suppose. Et si oui, comment est-ce que vous arrivez à valoriser cet élément ? Alors, juste, moi, je remets un petit point de précision. Nous, on investit du précédent de la série A. Donc plutôt des sociétés très jeunes qui en général on est plus sur des objectifs qu'une réalité, donc c'est quand même compliqué à notre stade déjà d'intégrer ça dans la valorisation. On l'intègre plus dans nos choix d'investissement. C'est ce qui va faire que ça va nous pousser à faire l'investissement, moins dans comment on va valoriser l'investissement à date. En revanche, on a un fonds impact qui, lui, va plus intégrer ça dans son suivi dans le suivi de la valorisation et plutôt dans les bonus qu'ils vont intégrer aux fondateurs en fonction de la réalisation ou pas de ces objectifs. Mais effectivement, nous, je pense que c'est un peu tôt pour le mettre parce qu'en plus, on le voit en fonction des boîtes, elles peuvent changer de business model à peu près 20 fois les 18 premiers mois. Donc en fait, je pense que ça n'aurait pas trop de sens de l'imposer dans la valorisation, sachant que c'est très mouvant sur les premiers mois d'existence de la société. Bonjour, merci tout d'abord pour cet atelier parce qu'on voit beaucoup d'entreprises inspirantes aujourd'hui, mais on parle assez peu de RSE, donc merci pour votre prise de parole. Une question notamment en matière de sobriété et d'écologie, on parle souvent du principe des 5 R.
on voit bien le réduire, on voit bien le recycler. En IT, je vois moins bien le reuse. Est-ce qu'on arrive à réutiliser des vieux équipements, à les reconditionner pour leur faire un second tour de piste? Je manque d'exemples là-dessus. Alors, le reuse du matériel, c'est vrai que nous, on l'utilise dans le sens où on fait des dons. Donc, effectivement, aux associations qui font de l'open source et qui, typiquement, ça fait partie des dons. C'est vrai qu'on a des exigences de performance où on est obligé quand même. Et c'est pour ça que je dis data center, c'est quand même pas là où il y a le pire impact. Et là, on est vraiment obligé de suivre. Et après, sur le matériel, c'est vrai que nous, on essaye quand même de réparer le plus possible. Ça va un peu avec le R de réparer, mais renforcer la mémoire et ne pas acheter des PC qui ont des batteries collées. Et voilà. Ça fait partie maintenant des appels d'offres où c'est un peu plus complexe, mais c'est vrai que c'est pas très évident. Ouais. Et là, non, mais c'est vrai que c'est une faille aujourd'hui de l'informatique. Hein. On consomme beaucoup de neuf. Hein. Il y a des organisations qui commencent à mettre en place des services dédiés. En fait, ils réparent déjà avant de chercher à recycler, à envoyer ailleurs. Et puis, en fait, un poste qui n'est pas assez puissant pour un développeur peut être relativement suffisant pour d'autres profils. Et il y a énormément d'entreprises qui commencent à mettre ce genre de choses parce que là, il y a un impact énorme dans cet allongement de la durée de vie de l'équipement. Donc, de plus en plus d'entreprises ont ça. Et puis, il y a des lois qui ont aidé aussi dans ce sens-là. Il y a l'indice de réparabilité qui a été mis en place avec la loi sur les économies circulaires qui date de début 2020, qui était pourtant d'avant la crise. Et voilà, qui aujourd'hui est effective. Et donc, il y a un indice de durabilité qui va venir renforcer ça. Donc, ça favorise aussi justement l'achat de matériel qui est beaucoup plus réparable. À l'image, par exemple, l'exemple qu'on cite tout le temps, mais c'est le smartphone Fairphone, hein, qui est entièrement réparable, démontable, il n'y a pas de pièces soudées. Et puis en plus, ils garantissent en fait, qu'il n'y a pas d'obsolescence logicielle et le support de toutes les versions d'Android pour très longtemps. Donc ça, très clairement, c'est la solution. Donc, tous ces mouvements-là, à la fois législatifs, des constructeurs et des entreprises qui mettent en place ces services-là, ça va dans le bon sens. Et là, on a un gain énorme à avoir, en fait. Je vous remercie infiniment. Du coup, je voulais remercier Corinne, Maëva, Frédéric et Angélique. Et du coup, je ne sais pas si... comment je transmets le témoin. Hop, tu me balances le micro. Voilà. Merci à tous. Merci.